Bonjour à tous et merci d'être présents parmi nous pour ce débat détresse psychosociale, un argument pour repousser les limites de l'avortement. Avant de commencer, je souhaite remercier l'ensemble des membres de l'espace éthique PACA Corse pour leur implication, ainsi que l'espace de réflexion éthique Occitanie pour leur aide logistique. Un grand merci aussi aux intervenants d'avoir bien voulu répondre à l'invitation de l'espace éthique PACA Corse pour participer et animer ce débat. Tout d'abord, le professeur Jacques Bringer, professeur émérite à la faculté de médecine de Montpellier, président du comité d'éthique de l'Académie nationale de médecine, et le professeur Pierre Loucoz, professeur des universités en philosophie, membre de l'Académie nationale de médecine. La pandémie actuelle que nous vivons occulte parfois les travaux des parlementaires. La révision de la loi de bioéthique est passée en deuxième lecture au Sénat en février 2021. La presse s'est fait l'écho de certaines dispositions, dont notamment l'article 20 de cette loi relatif à l'interruption de grossesse. Il est fait mention du terme de détresse psychosociale au sujet de la mise en péril grave de la santé de la femme. Ainsi, il est noté, l'interruption de grossesse est envisagée au motif que la poursuite de la grossesse met en péril grave la santé de la femme, ce péril pouvant résulter d'une détresse psychosociale. Cet amendement a suscité de nombreuses réactions de la part des médecins et des parlementaires. Je vous présente ici certaines remarques qui permettront d'enrichir ce débat. Tout d'abord, ce terme, ce péril pouvant résulter d'une détresse psychosociale, a été supprimé par le sénateur en deuxième lecture du projet de loi le 3 février 2021. Cela dénote de l'absence de consensus de la part des parlementaires. Le Collège national des gynécologues et obstétriciens français, le CNGOF, explique que cette pratique mal connue dans les services de gynécologie et obstétrique existe déjà dans la loi depuis le 4 juillet 2001 et concerne des femmes en situation de danger personnel, de violence, de difficultés psychologiques majeures ou d'extrême précarité, rendant impossible la poursuite de leur grossesse, bien qu'elle dépasse le délai légal d'IVG. La présence de ce terme permet de clarifier le cadre juridique dans lequel le collège médical rend son avis sur l'opportunité de réaliser cet acte. En effet, sans ce terme, l'appréciation des médecins peut s'avérer aléatoire et être une source d'inégalité territoriale, comme le souligne une représentante du planning familial. Il faut noter, toujours selon le planning familial, que sur 7000 interruptions de grossesse, environ 250 le sont au motif d'une détresse psychosociale. Cela démontre que ce motif était déjà employé sans la modification de la loi. Selon certains professeurs, avant de rajouter ce terme, il faudrait que la loi actuelle soit mieux appliquée et que l'information soit plus disponible pour les femmes qui ignorent souvent cette disposition. Les parlementaires, contre cet ajout, expliquent que celui-ci, en précisant le terme psychosocial, peut limiter les motifs d'IMG. Quid de la détresse psychologique dans ce cas-là? Et comment définir exactement les causes psychosociales? Les mouvements anti-avortement, quant à eux, estiment que cet amendement peut faire exploser l'encadrement de l'avortement en ajoutant le critère invérifiable, pour eux, de détresse psychosociale. Alors, je voulais terminer cette brève introduction avec les propos du professeur de gynécologie obstétrique Aubert Agostini, qui s'exprime de la façon suivante. Si ce terme clarifie le fait que la détresse psychosociale ne doit pas être exclue, tant mieux, mais cela ne change pas grand-chose à la loi. Cela rajoute une couche qui n'est peut-être pas nécessaire. En conclusion, cet amendement suscite de nombreux débats. Les contre ont des arguments parfois opposés pour justifier l'abandon de celui-ci. Les pour jugent que cela limitera, entre autres, les inégalités territoriales. Ce débat permettra à tous, j'en suis certain, de se faire une opinion sans entrer dans des considérations trop partisanes. Je laisse maintenant la place au professeur Pierre Loucoz. Bonjour à tous. C'est un sujet évidemment sensible que nous allons aborder aujourd'hui et Valérie l'a dit, nous allons nous succéder, le professeur Bringer et moi-même, dans un ordre différent, mais ça n'a pas tellement d'importance. Et puis, dans la dernière demi-heure, Valérie, nous échangerons
Valérie, lui, va recueillir toutes les questions, toutes les remarques que vous pourrez faire dans le chat. Alors, dans cet exposé préliminaire, je voudrais aborder 2 points. Le premier donc, concerne le statut de l'être humain avant sa naissance, et le second viendra plus directement au dilemme dont j'essaierai de montrer qu'il réside en 2 points. D'abord, la liberté de la femme et la souffrance qu'elle peut ressentir à l'idée de porter un enfant en gestation qu'elle ne veut pas, et le dilemme soulevé par le statut de cet être humain. Est-ce que c'est déjà une personne humaine? Est-ce que ce n'est qu'un être humain en devenir? Quel est exactement son statut? Voilà un peu ce qui cause le dilemme. Donc, je vais, dans un premier temps de ma présentation, vous donner un aperçu des conceptions que l'on peut se faire de l'embryon ou du fœtus. Parfois, embryon et fœtus sont distingués, souvent même par les praticiens, mais le législateur ne fait pas cette différence. Donc, on va, dans un premier temps, se demander qu'est-ce qui caractérise un être humain avant sa naissance. Et je vais montrer qu'il y a à peu près 5 manières de concevoir l'être humain avant la naissance. Il n'y en a pas une quantité indéfinie. Je pense qu'il y en a à peu près 5 et je les ai répertoriés en parcourant un peu la littérature à la fois théologique, mais aussi éthique, et en particulier celle du comité d'éthique. Alors, historiquement, la première perspective sur l'embryon que l'on voit se développer en Occident, dans notre culture, c'est celle que nous ont léguée les théologiens de l'Église catholique, comme Tertullien, qui, 2 siècles après notre ère, écrit une phrase qui est restée célèbre: « C'est déjà un homme, celui qui doit devenir un homme, de même que tout fruit est déjà dans le germe. » Donc, c'est ce qu'on appelle la thèse de la fusion immédiate. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que 2 gamètes se rencontrent, eh bien, il y a un être humain déjà unique, singulier, qui évidemment n'est pas un être humain comme vous et moi, qui est invisible à l'œil nu, mais pour l'Église catholique, c'est déjà un être unique, singulier, et qu'on ne doit pas détruire. Alors, cette thèse aujourd'hui de la fusion immédiate, elle est appelée dans le langage ordinaire d'aujourd'hui une thèse pro-life, c'est-à-dire des auteurs qui défendent le principe de la vie, de la sacralité de la vie, et qui s'opposent en particulier au courant appelé pro-choice, c'est-à-dire de ceux qui sont partisans de la liberté humaine, du choix des personnes, et éventuellement donc de détruire une vie commençante. Alors, vous pourrez le remarquer aujourd'hui, le courant minoritaire de l'Église catholique assez, disons, traditionnel, s'oppose en particulier à un courant qui, à tort ou à raison, est considéré comme émanant de la franc-maçonnerie, ce qui nous donne beaucoup d'attaques contre la franc-maçonnerie, qui est accusée justement depuis des siècles de faire le jeu du progressisme et de voir dans tout changement une avancée de l'humanité, alors que les innovations technologiques ne sont pas des progrès moraux
et c'est ce que reproche, le mot est faible, ce courant traditionnaliste au courant de la franc-maçonnerie. Alors, en résumé de cette approche, la thèse de la fusion immédiate, c'est-à-dire que le corps et l'âme, quelque part, viennent en même temps, ils sont contemporains. Dès qu'il y a une fusion des gamètes, l'âme est déjà en germe. Donc, il est injuste de tuer un être humain innocent. Ça, c'est la première prémisse. C'est forcément un être humain, puisque la preuve, c'est que la science s'y intéresse. Si la science ne voulait pas faire d'expérimentation sur les embryons humains, eh bien, on pourrait penser que ce n'est pas vraiment un embryon humain. La science préférerait faire des recherches sur l'embryon de chat, de chien, de souris, de rat. Mais si la science s'intéresse à cet embryon humain, c'est bien parce qu'elle le reconnaît comme étant humain au sens, bien entendu, d'une appartenance à l'espèce humaine et pas un embryon humain au sens où il aurait de l'empathie, où il ferait preuve d'humanité. Donc, l'argumentaire de cette première approche, c'est il est injuste de tuer un être innocent, un être humain innocent. Un fœtus humain est un être humain innocent. Conclusion, il est injuste de tuer un fœtus humain. Alors, au sein même de la pensée théologique catholique, il y a un deuxième mouvement qui s'inscrit plutôt dans la perspective de Thomas d'Aquin, qui lui-même est imprégné de la philosophie d'Aristote, qui est une philosophie gradualiste. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'être humain n'apparaît pas immédiatement dès la fusion des gamètes, mais progressivement, c'est la thèse de l'animation différée, à savoir que l'âme n'apparaît pas dans l'embryon tout au départ, il n'est pas présent dans l'embryon, l'âme n'est pas, présente dans l'embryon, mais elle va apparaître quand la mère va sentir l'enfant bouger dans son ventre. Donc, c'est un moment crucial, ça bouge, ça veut dire qu'il y a une animation, ça veut dire que l'âme est apparue. Voilà en gros ce que nous dit Aristote dans son petit traité de l'âme. Nous sommes d'abord à l'état embryonnaire dans un stade de vie végétative, nous ne nous distinguons pas des plantes, puis dans un deuxième temps, l'âme descend dans le corps, et il y a une âme aussi chez les animaux, selon Aristote. Et là, donc, nous sommes à un stade intermédiaire, vie motrice, l'âme est là, et dans sa forme la plus achevée, l'âme va développer la raison des facultés intellectuelles et là, l'individu est complètement achevé. Donc, on parle d'une ontologie gradualiste, onto qui veut dire l'être humain apparaît petit à petit. Alors, cette thèse date d'il y a bien des siècles, mais il faut savoir qu'elle est encore soutenue de nos jours et l'un de ses plus éminents représentants est le gynécologue obstétricien récemment disparu Claude Sureau, qui a fait partie du Comité national d'éthique, mais aussi de l'Académie nationale de médecine. Et ce grand professeur a soutenu l'idée que la France, la législation française, devrait sortir de l'opposition binaire entre objet et sujet, entre la chose et la personne, et adopter une thèse gradualiste, car l'enfant n'est pas ou bien rien, une chose, ou bien une personne humaine, mais il est d'abord dans un stade fœtal qui en fait un être prénatal.
Alors, il faudrait à ce moment-là accorder des droits particuliers à cet être prénatal. L'argument de Claude Sureau réside en 2 points. Le premier, c'est que lui, en tant que médecin, témoigne du fait qu'il soigne des fœtus, on fait même de la chirurgie fœtale, donc on considère bien que le fœtus humain est un patient, mais s'il est un patient, cela veut bien dire qu'il est un être humain qui est autre chose qu'un être inerte. Et puis le deuxième argument, c'est que nous avons déjà reconnu à travers la protection des animaux que des êtres sont sensibles, sont capables d'éprouver des sentiments, des sensations, sans pour autant les consacrer comme étant des personnes à part entière. Et vous voyez que finalement, la législation, l'évolution de la législation française concernant le statut des animaux pourrait plaider un peu dans le sens de cette thèse gradualiste, avec peut-être parfois aussi des oppositions à cette comparaison du fœtus à un animal. Alors la thèse du Comité national d'éthique qui est restée célèbre, c'est celle de 1984, premier avis du Comité national d'éthique. Quel est le statut de l'embryon? Cet embryon que nous avons pour la première fois quelque part entre les mains, qui peut se détacher de la matrice maternelle, à la fois dans l'espace et dans le temps, puisque cet embryon peut être congelé, parfois des années, en dehors du ventre maternel. Donc, il est à part de la mère dans le temps et il est séparé de la mère également dans l'espace, puisqu'il se retrouve dans un congélateur. Et donc, le Comité national d'éthique a eu à statuer sur cet être humain non né, en particulier en se demandant s'il est possible de faire des recherches sur l'embryon humain. Alors, est née donc cette doctrine, troisième perspective sur l'embryon, doctrine de la personne humaine potentielle. Et vous voyez bien ici que le Comité national d'éthique refuse d'entrer dans la distinction entre l'embryon et le fœtus et écrit ceci: l'embryon ou le fœtus doivent être reconnus comme une personne humaine potentielle qui est ou a été vivante et dont le respect s'impose à tous. Alors, dans l'histoire du Comité national d'éthique, on va voir 2 positions un peu différentes de celle de 1984 se dégager. Dans les années 2000, le Comité national d'éthique, à l'occasion d'une affaire qui avait défrayé la chronique, la découverte de 350 fœtus dans des bocaux, dans une chambre mortuaire d'un grand hôpital parisien, l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Le Comité national d'éthique, à cette occasion, a considéré que le fœtus existait surtout, avant tout, dans la représentation, dans l'imaginaire des parents. Parce que comment est née cette affaire des fœtus dans des bocaux? On a découvert un peu par hasard cette collection de monstres, hein, comme on les appelait dans le cadre de la tératologie, la science des monstres. Eh bien, on conservait tous ces fœtus qui avaient été avortés ou bien ces enfants mal conformés nés à la naissance, on les conservait dans des bocaux de formol. Et un jour, pour simplifier, un couple qui avait avorté, un avortement médical pour cause de pathologie fœtale, appelle l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul et demande « Qu'est devenu mon fœtus ? Qu'est devenu notre enfant avorté trop tôt, cet enfant que nous avions désiré ?» Et que la mort dans l'âme, nous avons été contraints
d'avorter en raison d'une malformation grave. C'est là qu'est née toute une enquête qui a fini de fil en aiguille par déboucher sur la découverte assez stupéfiante de ce spectacle assez lugubre de tous ces embryons, de ces fœtus de nouveau-nés qui avaient été entassés sans que finalement beaucoup de chercheurs ne s'y intéressent. Donc, vous voyez que le Premier ministre lui-même, ça a été vraiment une véritable affaire d'État, avait saisi le Comité national d'éthique pour définir ce qu'était l'embryon, ce qu'on pouvait en faire. Et c'est à cette occasion que le Comité d'éthique a rectifié un peu sa doctrine en disant que le fœtus, c'est celui qui est reconnu comme tel par ses parents. Alors, je précise, le fœtus en tant qu'humain, reconnu par ses parents comme étant véritablement humain, ce que j'appelle finalement une ontologie relationnelle, puisque l'être avant sa naissance peut être reconnu comme étant une personne humaine si les parents l'ont investi en tant que tel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si vous avortez avorter pour un motif médical, mais que vous projetez sur cet enfant une humanité, eh bien, vous avez le droit, même si l'enfant naît et qu'il est mort, il est mort-né, vous pouvez le prénommer, faire figurer son nom sur un état civil, l'habiller, le toiletter, l'incinérer, il pourra reposer dans le carré de la science, dans un espace dédié au sein d'un cimetière. Donc, vous voyez que ces questions ne sont pas purement conceptuelles, elles débouchent sur des actes très concrets. À partir du moment où les parents, ou ceux qui se sont déjà considérés comme étant des parents, projettent sur cet être humain des qualités d'enfant, il faut les reconnaître comme étant de véritables parents ayant eu un véritable enfant. La clé de cet argument étant que les parents doivent pouvoir faire leur deuil de cet enfant mort avant la naissance, parce que si un couple a appelé 20 ans après l'hôpital de Saint-Vincent-de-Paul, c'est aussi parce qu'il n'arrivait pas à faire le deuil de cet enfant. Et donc, il a bien fallu changer un peu notre perception de cet être et ne plus le considérer comme un déchet anatomique. Mais alors, vous voyez qu'en même temps, cette position peut être critiquée elle aussi parce que ça veut dire que vous êtes reconnu humain si d'autres vous reconnaissent comme humain. Vous voyez, le fœtus, son être réside dans le fait qu'il est investi par l'imaginaire, par le projet parental. Ça peut être une des limites de cette ontologie relationnelle. Ça veut dire, si vous n'êtes pas reconnu comme un être humain, alors vous n'êtes pas un être humain. Mais on peut penser par exemple à des gens qui sont dans la rue, des SDF, que plus personne ne regarde, auxquels plus personne ne s'intéresse. Est-ce que cela veut dire qu'ils perdent leur humanité? Donc on voit que cette position, cette perspective sur l'embryon humain, elle peut aussi être contestée. Et alors, j'en aurais terminé avec cette première phase de mon exposé. La dernière perspective du Comité national d'éthique, au terme de ces réflexions sur l'embryon, qui sont revenues de façon récurrente au Comité d'éthique, ça a été de dire, au fond, l'embryon, le fœtus, on ne sait pas très bien ce que c'est. On ne sait pas vraiment bien le qualifier et le législateur a raison de rester méfiant et de ne pas statuer ni sur l'embryon ni sur le fœtus. Car le législateur n'en dit rien, il ne le définit pas. Et c'est une thèse quasiment mystique,
Une thèse qui consiste à dire l'être de l'embryon ou du fœtus nous échappe. Nous ne pouvons pas y accéder. C'est une thèse qu'on pourrait appeler agnostique, que j'ai qualifiée pour ma part de position embryosceptique. Je ne sais pas ce que c'est qu'un embryon. Et cette thèse, elle est exposée dans le plus récent avis du comité d'éthique sur la question, qui date de 2010 et qui a préparé un terrain favorable à une réforme de la loi sur les recherches concernant l'embryon, puisqu'on est passé d'une recherche sur l'embryon à titre dérogatoire à une véritable légalisation de la recherche sur l'embryon. Donc, on est allé vers une certaine objectivation, réification de l'embryon, du fait justement que le comité d'éthique a renoncé à sa doctrine de la personne humaine potentielle, en disant qu'on ne peut avoir que différentes perspectives sur l'embryon ou le fœtus, mais on ne peut pas trancher entre ces différentes perspectives. Ce qui veut dire, pour conclure cette partie, qu'il y a 5 perspectives possibles sur l'être humain avant la naissance. Je les résume. Thèse de la fusion immédiate. Il est humain déjà celui qui doit devenir humain. Tertullien, Saint-Augustin. 2. Animation différée. L'âme arrive à un moment donné quand le fœtus commence à bouger dans le ventre de la mère. 3. L'être humain est une personne potentielle, mais seulement potentielle, donc ce n'est pas un être humain à part entière. 4. L'humanité du fœtus réside dans la façon dont les parents se le représentent. S'il l'aime comme un enfant, alors il est un enfant et il faut l'accompagner quand il meurt, comme si c'était un nouveau-né décédé. Et puis 5, la dernière perspective que je viens d'aborder, qui est la perspective embryosceptique ou le perspectivisme, c'est-à-dire on est enfermé dans nos représentations sur le fœtus et on ne peut pas statuer sur son être véritable. Alors, Valérie, il me reste quelques minutes pour aborder les 2 dilemmes. Tu m'arrêtes si je bavarde trop. Souci. Tu peux continuer, ouais. Pierre. Très bien. Alors donc maintenant, la question qui nous intéresse tout particulièrement aujourd'hui, c'est celle de savoir s'il est éthiquement acceptable de pratiquer une interruption médicale de grossesse pour détresse psychosociale. Alors je vais un peu défricher le terrain et puis je donnerai le relais ensuite à Jacques Bringer. D'abord, pour être le plus factuel possible sur cette question-là, je voudrais montrer qu'il y a 2 éléments qui influencent nos jugements de valeur sur cette question-là, 2 éléments qui expliquent notre malaise, notre perplexité, notre embarras. Le premier, c'est l'influence de la vue. L'influence de la vue et l'influence de la vie. Je voudrais passer en revue rapidement ces 2 éléments. Premier élément, donc, l'influence de la vue. Regardez ces images. Vous avez d'un côté le fœtus et de l'autre, vous avez le nouveau-né. Le fœtus, nous pouvons, même si c'est très inconfortable, très douloureux, très ingrat, très éprouvant, nous pouvons nous résoudre à mettre fin à sa vie. Beaucoup plus difficile est l'arrêt de vie du nouveau-né. Et du reste, le législateur considère que la naissance est un événement majeur qui fait que autant le fœtus, s'il est par exemple atteint d'une trisomie 21, même à un stade très avancé de la grossesse, il est permis d'arrêter sa vie. Mais dès qu'il est né, c'est fini.
Vous n'avez pas pu voir cette trisomie 21 avant parce que parfois l'échographie ne voit pas tout. Je parle de trisomie parce que c'est l'affection fœtale la plus fréquente, mais évidemment, il en est beaucoup d'autres. On ne peut pas tout voir à l'échographie. Et quand l'enfant est né, même s'il est mal formé, même s'il est anormal, on ne peut pas, en principe, arrêter sa vie. Et pourquoi je dis que c'est une influence de la vue? Eh bien, parce que finalement, le fœtus pourrait très bien avoir eu une vie plus longue que le grand prématuré. Vous pouvez avoir un fœtus qui aura 32 semaines et puis un nouveau-né de 26 semaines. Et pourtant, on va considérer, vous voyez, que celui que l'on voit, celui que l'on touche, que l'on peut porter dans les mains, a une valeur ontologique plus importante que celui qui se dérobe à notre vue. Et ça, ça m'a renvoyé à Diderot, qui a écrit il y a plusieurs siècles maintenant la lettre sur les aveugles, dans laquelle il a montré l'importance de la vue sur nos évaluations morales. Et par exemple, Diderot nous dit qu'un aveugle, il déteste le vol. Le vol, qui est pour nous évidemment un délit que nous punissons, mais pour un aveugle, c'est quelque chose d'insupportable, le vol, parce que d'une part, lui, il ne peut pas voler, ou enfin, il prend beaucoup de risques, et deux, il est volé assez facilement. Et c'est pour ça que ça lui est complètement insupportable. Ceci pour dire que la vue influence nos jugements de valeur. Deuxième point, je disais, il y a une influence de la vie. Et il y a des philosophes qu'on appelle vitalistes, comme Schopenhauer ou Bergson, qui ont remarqué que avant même de raisonner sur un problème, nous sommes portés par une force, une énergie qui est mystérieuse et qui fait qu'on s'attache à la vie. C'est une sorte d'instinct de conservation, si vous voulez. Spinoza déjà avait parlé du conatus, d'une tendance de l'homme à persévérer dans l'être. Eh bien, cette force, cette vie qui fuse à travers nous, s'affirme et peut expliquer pourquoi nous sommes très réticents, ou en tout cas souvent réticents, pour une partie d'entre nous, à l'idée de l'avortement. Et nous sommes réticents à l'égard de l'avortement, je parle d'une manière générale. Réticent, ça ne veut pas dire qu'on est contre. Hein. On peut être un peu réticent et puis se dire, oui, mais là, franchement, il y a un cas qui est grave, on est bien obligé d'accorder l'avortement et même parfois au-delà du délai légal, on en reparlera. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en nous, la vie s'affirme. C'est ce que Schopenhauer appelle ce vouloir vivre, qui fait que la vie s'affirme et donc répugne à l'idée qu'on détruise la vie. Et ça, c'est quelque chose qui est irrationnel quelque part. Et cette idée, Bergson le reprendra à travers son concept d'élan vital, de force qui en nous se sublime, se dépasse et va dans le sens de la créativité et non pas de la destruction. Alors, les dilemmes, nous allons y venir. Le premier dilemme, on peut dire qu'il concerne le bien de la femme indépendamment du statut du fœtus. À savoir que, prenons le cas d'une femme qui a dépassé le délai de l'interruption volontaire de grossesse, mais qui se trouve dans une situation de refus de sa grossesse, d'être enceinte, lui est insupportable. Jacques, nous y avons travaillé à l'Académie de médecine, vous en reparlera, mais des personnes que nous avons auditionnées nous ont dit qu'ils rencontrent parfois des femmes qui trouvent que c'est quelque chose d'insupportable, d'horrible même, d'avoir dans son ventre un enfant qui a déjà 6 mois, 7 mois et qu'elles ne veulent pas. Alors là, le dilemme, il se décline à 2 niveaux. Premier niveau,
écartons d'abord le fœtus et demandons-nous qu'est-ce que c'est que faire le bien de cette femme. Soit on peut considérer que faire le bien, c'est arrêter cette grossesse, même si ça fait 24-25 semaines, parce qu'on considère que la santé de la femme est en danger. Une femme qui ne supporte pas sa grossesse, elle peut se suicider, elle peut faire n'importe quoi, donc elle est en danger. Il semblerait peut-être que la moins pire des solutions soit d'arrêter cette grossesse tardive, y compris lorsque le fœtus est indemne. Mais il y a dilemme. Pourquoi? Parce que on pourrait craindre qu'en voulant faire le bien de cette femme, finalement, à plus long terme, on lui fasse du mal, en ce sens que plus tard, cette femme pourrait être meurtrie à l'idée de ne pas avoir gardé cet enfant, de ressentir le manque de cet enfant qu'elle avait senti en elle. Et on peut craindre d'aller un peu trop vite, de céder à un moment de panique et de dire vite, il faut arrêter cette grossesse. Et puis finalement, en voulant faire un bien immédiat, on commet un mal plus lointain. Nous en avons dans la vie de quantité d'exemples où on veut faire le bien de quelqu'un et finalement on lui fait plus de mal qu'on ne voulait le faire au départ. Ça, c'est le premier dilemme. Et puis le deuxième dilemme, c'est celui qui résulte de tout ce que j'ai dit dans ma première partie. Nous avons affaire à un être humain, une vie humaine qui n'est pas encore une personne, qui est une personne potentielle, mais quand même, ce n'est pas une chose, ce n'est pas un matériau, un rassemblement de cellules matérielles. Et donc, est-ce qu'on ne doit pas protéger le plus faible? Et d'un autre côté, est-ce qu'on ne doit pas manifester vis-à-vis de cette femme qui ne veut pas garder l'enfant un devoir d'humanité? Voilà ce qui crée la tension éthique, la deuxième tension éthique. Est-ce qu'on peut remarquer, pour être vraiment le plus factuel possible, parce qu'il nous faut être factuel sur des sujets aussi sensibles, c'est que déjà, dans les cas où le fœtus est porteur d'une malformation avérée, grave, irréversible, déjà là, il n'y a pas de consensus au sein de la société pour des raisons religieuses ou autres, et certains trouvent déjà que c'est choquant d'arrêter une grossesse au motif que l'enfant sera différent, aura une achondroplasie, une trisomie ou autre. Donc, a fortiori, évidemment, à partir du moment où le fœtus n'est pas affecté d'une pathologie grave, évidemment, les gens qui pensaient que déjà quand le fœtus était atteint d'une malformation, c'était un problème moral d'arrêter sa vie, a fortiori, là, ils trouvent ça scandaleux. Donc, il y aurait ici non plus une opposition bienfaisance, non-malfaisance pour la mère, mais entre, d'un côté, faire le bien du couple qui souffre à l'idée d'avoir un enfant différent et protection de la vie de cet enfant qui, même s'il est différent, pourrait avoir le droit de vivre. Alors, pour résoudre ce problème, et c'est là que je m'arrêterai, on pourrait se demander s'il n'y a pas des cas où cet être humain en devenir, cette vie humaine en gestation, pourrait ne pas vouloir venir au monde quelque part. Est-ce que nous avons des raisons, pour le dire de façon un peu métaphysique, de préférer le non-être à l'être? Ça va être ce que je pourrais, pour conclure mon exposé, aborder rapidement. Quelles pourraient être les raisons de ne pas vouloir venir au monde si nous étions un fœtus et que
une fée nous pose cette question, est-ce que tu voudrais venir au monde ou pas? Et là, on serait amené à réfléchir, et si jamais il y avait des éléments de cette réflexion fictive, hein, bien sûr, du fœtus, qui plaiderait plutôt pour le non-être, à ce moment-là, on pourrait résoudre plus facilement le dilemme en faveur d'une IMG pour détresse psychosociale. Alors, première raison de préférer le non-être à l'être, je crois qu'il y en a à peu près 3. On pourrait ne pas vouloir venir au monde si on savait à l'avance qu'on subirait des souffrances intenses et constantes. On peut bien entendu, et on est bien obligé, accepter des souffrances comme étant les contreparties souvent du fait d'avoir la joie de vivre, mais avoir des souffrances permanentes, souffrir aussi la nuit, des douleurs, ça, peut-être qu'on ne voudrait pas d'une vie comme ça. Deuxième motif de préférer le non-être à l'être, on ne peut pas vouloir d'une vie qui imposerait de lourdes tâches de compensation à autrui, c'est-à-dire une vie dont on sait qu'elle va quelque part gâcher la vie des autres. Voilà, si je viens au monde et que ma vie nécessite de la part de mes parents, de mon entourage, de la société, une sorte de surcompensation, d'épuisement de leur temps et de leur énergie, cela va me répugner d'être ainsi une sorte de poids, de fardeau. Et c'est un argument qu'on rencontre souvent chez les personnes âgées, très âgées, qui se sentent inutiles et qui ont l'impression de consommer beaucoup d'énergie et de temps à leurs proches. Et ça, c'est un argument qu'il faut pouvoir entendre, car il dit quelque chose de ce que pense l'homme, à savoir, je ne veux pas être un fardeau, une charge pour autrui et gâcher la vie des autres. Et enfin, dernier motif de préférer le non-être à l'être, on ne peut pas vouloir venir au monde si on n'est pas élevé par une famille, par des parents qui nous désirent, qui nous aiment, qui vont nous choyer, nous bichonner, nous dorloter, nous pouponner. Hein. C'est-à-dire qu'on a besoin de ce climat affectif de chaleur, d'amour maternel et paternel, car si nous n'avons pas ces éléments affectifs d'accueil, nous risquons de développer une piètre image de nous-mêmes, d'avoir une très mauvaise image, une très mauvaise estime de nous-mêmes et de porter ces carences affectives tout au long de notre existence. Voilà, ces 3 éléments apporteraient pour moi des éléments en faveur d'un avortement qui pourrait être repoussé pour le motif de détresse psychosociale. Volontairement, pour l'instant, je n'ai pas tellement exploré ce concept parce que je ne voudrais pas empiéter sur la présentation du professeur Jacques Bringer. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Pierre. Et je vais passer la parole au professeur Jacques Bringer. J'ai écouté aussi attentivement les propos de Pierre Legos qui cadre de manière remarquable le sujet. Je vais entrer dans le concret. Il y a en France, vous le savez, 232 000 interruptions de grossesse. C'est-à-dire qu'il y a dans notre pays, au total, sur les chiffres de 2019, je n'ai pas pris connaissance de ceux de 2020, mais il y a en gros 16 interruptions de grossesse pour 1000 femmes. 16, c'est presque le double des Pays-Bas. Pays absolument d'avant-garde qui en est à 8,8
au lieu de 16 interruptions de grossesse pour 1000 femmes. En soi, c'est un questionnement. C'est un questionnement à l'heure où l'on bouge les lois et où, comme on le sait en France, on a tendance à bouger les lois, à les préciser jusque dans le détail, alors que elles ne sont pas, les précédentes ne sont pas toujours appliquées. Alors, pour remettre dans le contexte de notre discussion aujourd'hui, évidemment, nous ne discutons pas aujourd'hui, vous le savez par l'introduction de Valérie Rabix et le propos de Pierre Lecos, nous ne discutons pas de l'IVG, cette interruption volontaire qui permet à une femme, sans besoin de justification, de demander à des soignants d'interrompre sa grossesse. Nous discutons d'environ 7000 femmes qui relèvent de ce qu'on appelle de manière générique l'interruption médicale de grossesse. Et ce qui est à souligner, c'est que alors que cette spécificité, l'interruption médicale de grossesse, a été intégrée pour modification et pour extension nouvelle dans la situation d'une détresse psychosociale, elle a été intégrée dans la loi de bioéthique en discussion qui concerne les extensions des indications de PMA, l'accès aux origines, qui concerne l'encadrement des recherches sur l'embryon et bien d'autres domaines. Cette situation d'extension de l'indication médicale de grossesse a été inclue dans la loi de bioéthique. Et de notre côté, la proposition de loi visant à renforcer l'avortement, le droit à l'avortement des femmes, et qui est un autre sujet, puisqu'il s'agit d'interruption volontaire, a été positionnée dans une proposition de loi à part. Il y a là eu un fractionnement, si je puis dire, qui interpelle par rapport à l'ensemble du sujet. Alors, pour revenir à notre sujet, donc l'interruption de grossesse, et c'est le texte actuel, peut à toute époque, c'est-à-dire jusqu'à son terme, être pratiquée soit que la grossesse met en péril grave la santé de la femme, et il s'agit de l'interruption médicale de grossesse d'indication maternelle. Et de l'autre côté, vous le savez tous, quand il existe une forte probabilité que l'enfant à naître soit atteint d'une affection d'une particulière gravité et reconnu comme incurable au moment du diagnostic, il y a la même interruption médicale de grossesse, mais cette fois-ci d'indication fétale. Nous discutons donc dans le projet de loi actuel, avec les allers-retours entre les deux assemblées parlementaires, nous discutons de l'extension nouvelle au motif que la grossesse met en péril grave la santé de la femme en raison d'une détresse psychosociale. Cette extension qui concerne donc tout ce qui n'est pas IVG et qui s'inscrit dans une grossesse entre 14 semaines et son terme, concerne des états très particuliers. Tout à l'heure, il a été dit une évaluation qui est peut-être pas parfaite de 250 situations par an qui concernent 250 problèmes posés par an. Cette situation marque cependant considérablement les équipes. Les équipes qui ont à
prendre position là-dessus, puisque je vous le rappelle, et a priori, ça n'a pas changé, il y a dans ce cas, contrairement à l'interruption volontaire de grossesse, l'intervention d'une équipe pluridisciplinaire qui comporte au moins 4 professionnels, un médecin spécialiste de l'affection de la femme ou de l'enfant, mais de la femme, un obstétricien membre d'un centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, et donc c'est des centres dont le niveau de réflexion, la compétence et l'investissement est à souligner. Un médecin, enfin, choisi par la femme elle-même, et une personne qualifiée qui peut être psychologue, psychiatre, assistant social et autres. Donc, l'équipe pluridisciplinaire qui doit toujours statuer là-dessus est à même de prendre la décision qui lui apparaît résulter de cet échange. Et c'est bien sûr un élément de sécurité qui reste et qui certainement atténue une portée de la loi, en tous les cas, qui peut apporter des nuances ou des décisions liées à une évaluation de proximité et d'échange prenant en compte les multifacettes de ce problème. Voilà, donc le cadre est posé, vous le connaissez, mais je tiens à le rappeler. Alors, ce qui est proposé là, c'est en dehors de la détresse psychologique qui a toujours été prise en compte concernant les pathologies psychiatriques maternelles, les problèmes psychologiques sévères, de rajouter ou d'associer tout simplement le terme social, psychosocial. Et c'est ce qui, pour certains, ouvre la perspective d'une attention particulière sur la condition de détresse sociale des femmes rajoutée à la détresse psychologique. On sait combien d'ailleurs elles sont liées statistiquement, ce qui ne veut pas dire qu'au niveau individuel, tout se résume à ce lien. Mais il est vrai que statistiquement, la détresse psychologique et la détresse sociale sont fréquemment retrouvées. La difficulté pour ceux qui ne souhaitent pas aller vers cette précision, c'est de dire qu'en apportant une telle précision sur, plutôt que le terme générique, la grossesse met en péril grave la santé de la femme, c'est d'aller mettre le doigt sur un aspect et du coup faire oublier ou prendre le risque de mettre à l'écart d'autres conditions tout aussi importantes, qui seraient un simple état psychiatrique décompensé, mais dans un milieu peut-être social qui n'est pas altéré, c'est de ne pas considérer qu'un viol, qu'un inceste, que certaines situations de violence ne soient pas tout aussi importantes. Donc, entrer dans le détail, préciser un point, fait en sorte de mettre en dessous, ou en tous les cas en risque de moindre évidence, d'autres indications qui mettent en péril grave la santé de la femme. D'où le débat entre parlementaires même,
qui est apparu dans la commission, et ensuite en disant vous voulez mettre le doigt sur cela et du coup vous déconsidérez les autres. Voilà, c'est un point du débat que je veux porter à votre connaissance et qui peut être observé. Par exemple, situation de troubles sévères du comportement alimentaire de la mère, anorexie grave, isolée dans des milieux pourtant sociaux corrects, et des boulimies, vomissements gravissimes et aggravés par la grossesse. Donc, l'association des deux peut poser ce type de problème. Alors, le deuxième point, mais qui est déjà connu des évaluateurs d'équipes pluridisciplinaires, c'est la difficulté de distinguer, d'ailleurs ça a été abordé, l'immédiateté du problème, de sa temporalité, de sa durée, en gros, de distinguer le côté immuable, incurable ou plus passager de la difficulté de la mère. D'évoquer aussi la dangerosité immédiate. Il nous a été dit dans l'audition du comité d'éthique que certaines femmes étaient absolument terrorisées par leur grossesse, terrorisées, et qu'on ne pouvait pas laisser se développer cette grossesse sans courir un risque suicidaire très élevé de la mère ou un risque d'infanticide ou de féticide dans des conditions extrêmement douloureuses car non gérées médicalement et psychologiquement. On comprend ça, on comprend. Et donc la dangerosité immédiate existe. Et du coup, le côté irréversible dans le même temps. Mais il y a aussi, de notre côté, des exemples de résilience possible, de durée de la crise beaucoup plus mesurée. Et donc, ces incertitudes sont bien sûr déjà présentes dans l'évaluation d'une détresse psychologique. Dans la définition d'un seuil de détresse psychosociale qui serait source de péril de la mère, le flou s'accentue, l'incertitude s'accentue. Alors, bien sûr, il faut tenir compte de la capacité des équipes qui mesurent le degré de détresse, la capacité des équipes pluridisciplinaires qui reçoivent ces femmes, qui les écoutent, qui les informent sur les soutiens possibles, les aides psychologiques, les aides médicales et les aides sociales, qui les reçoivent sans présumer de ce que l'on va faire dans les jours qui suivent ou semaines qui suivent, qui les reçoivent sans les éconduire, bien sûr, parce que le pire, c'est d'éconduire et de transmettre avec des délais trop importants ces femmes à des équipes prêtes à les soutenir. Mais il existe des disparités territoriales. Et dans la réponse, l'écoute, l'information, l'accompagnement, on le sait, les disparités territoriales existent et sont soulignées. Donc, toute femme dans cette situation n'a pas accès dans le même délai à la même qualité de prise en charge qui, sans préjuger de ce qui sera fait à la suite, permet de le faire avec toutes les sécurités requises.
Finalement, on peut penser que plutôt que d'aller préciser cette loi qui revêt un caractère déjà large et qui permet la prise en charge adéquate, on devrait s'occuper d'abord du respect de l'application de l'essentiel de la loi actuelle et des conditions d'application et de l'accessibilité au sein des territoires. Tous les praticiens qui sont sur le terrain et qui ont été amenés à pratiquer des arrêts de grossesse, c'est-à-dire d'endormir, entre guillemets, le fœtus et de provoquer un arrêt de son cœur par injection d'un produit létal, savent le malaise que ça induit. Peu de parlementaires ont été dans les blocs opératoires ou assisté à ça. Mais c'est des malaises réels qu'on ne peut pas ignorer, même si la part professionnelle ne doit pas tout guider dans une loi, bien évidemment. Mais le malaise, l'extrême difficulté des équipes qui pratiquent ces techniques doit être aussi regardé en face. C'est des décisions extrêmement difficiles. Alors, il n'empêche que les difficultés psychologiques pendant la grossesse existent, avec ou sans problèmes sociaux. On souligne aujourd'hui que la prévalence de la dépression de la femme pendant la grossesse est la même que hors de la grossesse. Très longtemps, il a couru l'idée que les femmes enceintes avaient moins de dépression. D'ailleurs, c'était plutôt plus dans le postpartum que l'on insistait sur ces éléments. Eh bien, les données récentes montrent que la dépression, dans son incidence, est la même pendant la grossesse. Donc, il faut certainement être très précis sur des dépressions qui peuvent se traiter. Il ne faut pas ignorer non plus que la mortalité de la femme en périnatalité par suicide n'est pas négligeable et est devenu un élément à prendre en compte. Est-ce que ce suicide a une relation étroite avec la condition psychologique antérieure ou avec la détresse psychosociale? Reste évidemment à déterminer, même s'il a pu être retrouvé des liens ponctuels. Voilà, on est au cœur de ce que disait Pierre Lecoq, c'est-à-dire le dilemme éthique traduit par la coexistence de deux droits, le droit de la mère à disposer de son corps lorsqu'elle est terrorisée par la grossesse pour des raisons multiples, l'adolescente qui a caché sa grossesse, des femmes migrantes qui ont été violées, des états psychiatriques décompensés, des raisons psychologiques parfois plus ponctuelles. Et de l'autre côté, le droit à la vie de l'enfant avec le respect de l'être humain dès le commencement de sa vie, avec tout ce qui a été dit, bien sûr, et sur lequel je ne reviens pas. La loi essaie toujours de naviguer entre ces deux, et ce n'est pas toujours simple. Je conclurai en disant que la loi actuelle n'est pas si mal faite que cela. Elle est entourée par l'évaluation de personnes quand même compétentes pour peu qu'on y ait accès suffisamment tôt à travers ces équipes pluridisciplinaires dont on ne peut nier le raisonnement très pondéré, très attentif à toutes les évaluations.
Mais ajouter la détresse psychosociale peut être une diversion et un flou supplémentaire. Voilà ce auquel les parlementaires doivent réfléchir avant de prendre une décision. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur. Alors, il y a une question qui est là dans le chat, donc je vais vous la donner et puis comme ça, vous pourrez répondre. Donc, voici la question. Les difficultés d'accès à l'étranger pour recourir aux IVG tardives en lien avec le contexte sanitaire actuel lié à la crise de la Covid n'expliquerait-elle pas la volonté d'apporter cette précision dans la loi? Bon, je me permets de… Alors, globalement, il y avait en 2019, donc c'est avant, bien sûr, le Covid, un nombre de femmes qui ont recours à une IVG à l'étranger qui est estimé autour de 2000 par an, c'est-à-dire 1% des 232 000. J'englobe toutes les IVG, y compris médicales. Donc autour de 2000 par an. Et pour les indications médicales de grossesse, on le sait moins, mais on sait que 56% des femmes qui viennent aux Pays-Bas pour être avortées, pour avoir une interruption de grossesse que ne permet pas le seuil légal, l'autorisation légale des IVG, 56% de ces femmes ont plus de 18 semaines de grossesse. C'est-à-dire que c'est des chiffres finalement assez précis sur des échantillons qui montrent que quand il arrive 100 femmes aux Pays-Bas pour interruption de grossesse, 56 ont plus de 18 semaines. Ce qui répond un peu à la question. Ça, c'était 2019. Alors, on parle d'une accélération en 2020. Je n'ai pas les chiffres officiels aujourd'hui. Une accélération des demandes, mais certainement pas des réalisations, compte tenu de l'impossibilité d'aller dans ces pays. Est-ce que ça a influencé? Peut-être. Ça a été dit. En même temps, le titre des lois ne reflète pas ça, bien sûr, puis c'est visant à renforcer le droit à l'avortement. Mais c'est une possibilité que ce blocage de la circulation ait acutisé le problème. Merci beaucoup, professeur. Pierre, tu voulais Oui, réagir? alors, pour essayer de synthétiser ce que vient de dire Jacques Bringer, est-ce qu'on pourrait dire que la loi actuelle, en prévoyant qu'une interruption de grossesse puisse se faire tardivement après le délai, cette loi qui met en avant la santé de la femme, finalement, peut englober des cas de détresse psychosociale, puisque sous ce vocable bizarre de détresse psychosociale, on pourrait ranger la santé de la femme, auquel cas les équipes, en l'état actuel de la loi, peuvent déjà réaliser des interruptions de grossesse au-delà du seuil, même quand le fœtus n'est pas porteur d'une anomalie. Est-ce que c'est bien résumé la position qui est la vôtre? Oui. Décrit dans une étude, c'est Catherine qui nous parle, sur des femmes ayant demandé à accoucher dans le secret, l'anonymat, décrit dans un livre Gestes d'amour, l'accouchement sous X, des pensées d'impulsion suicidaire et infanticide de femmes qui découvrent leur grossesse ayant un déni de grossesse en situation d'IVG dépassée. L'accompagnement psychologique et le fait de poser des questions sur des antécédents de violences sexuelles, physiques, psychologiques dans l'enfance ou récentes réduit ces pensées. Pourquoi n'est-il pas évoqué la place de l'accouchement dans l'anonymat et gratuit? Bon, il y a plusieurs éléments dans cette intervention.
on peut conclure, je crois, de ce qui est dit là, qu'il ne s'agit pas tant d'une question, mais peut-être plus d'une remarque, que parfois les situations peuvent s'éclairer à la lumière de l'histoire de la personne, de son rapport à son enfance, à sa grossesse, à des violences qu'elle a pu subir, auquel cas d'autres solutions peut-être que celle de l'interruption de grossesse pourraient être envisagées. Un mot, Pierre, sur l'accouchement sous X. La France dispose de cette possibilité dont ne disposent pas d'autres pays européens, de l'accouchement sous X, et qui apparaît à bien des professionnels de la natalité, de ces questions comme préférable, bien sûr, à un arrêt de grossesse à 8 mois, avec tout ce qu'on imagine de traumatisme. Le problème qui est posé par l'Europe là-dessus, la juridiction européenne, c'est l'accès aux origines. C'est-à-dire que l'Europe demande à la France d'ajuster son droit sur la possibilité pour les personnes nées soit sous X, soit à la suite d'un don anonyme, à leur majorité, d'accéder à leurs origines. Donc, du coup, l'accouchement sous X devient quelque chose qui est une exception, une dérogation dans le droit européen. Comment ça va être géré? Pour le moment, je crois que la France a fait la sourde oreille parce que ça résout des situations et que ça paraît humainement très intéressant. Alors, quelle va être l'évolution? Est-ce que, en parallèle au don, il faudra, dans l'accouchement sous X, donner son accord, imaginons-le, hein, donner son accord pour, à l'âge de 18 ans, la personne née sous X accède à ses origines. On voit mal le déroulement de ça, mais bon, pourquoi pas, puisque c'est ce qui va être appliqué, vous le savez, pour les dons de gamètes, où il y aura à la fois l'anonymat en dehors des données non identifiantes et ensuite les données identifiantes, l'accès sera possible à l'âge de 18 ans à la condition que le donneur ait donné son accord. Sinon, dans l'état actuel de la loi, le donneur, le recueil des gamètes n'aurait pas lieu. Mais tout ça est encore pas totalement arrêté. Merci beaucoup, professeur. On a aussi d'autres remarques sur le chat. Alors, je vous lis la dernière, puis après, j'essaierai de remonter dans la liste. Alors, il y a une remarque, et c'est ce que je voulais aussi vous faire comme type de question. Mettre les moyens nécessaires, financiers, humains, et me faire connaître l'équipe pluridisciplinaire qui peut prendre en charge cette détresse psychosociale de la femme, une fois que cette détresse est clairement identifiée, ne peut-elle pas être une solution à proposer à la femme? Oui, c'est obligatoirement la meilleure solution. Les luttes contre les inégalités, les disparités territoriales et l'accessibilité à des équipes qui ont la capacité, je l'ai dit, d'écouter, d'informer, d'accompagner, d'environner ces demandes, bien sûr. Bien sûr, les moyens sont toujours au cœur du problème. D'autant que pratiquer ces gestes, ce n'est pas, vous le savez, considéré comme valorisant par l'ensemble des professionnels. Et donc, il faut un volontariat particulier là-dessus.
Et c'est vrai que la valorisation des moyens fait partie de l'attractivité possible, y compris pour les établissements, de porter une attention particulière à ces sujets. Merci. Et du coup, pour un peu rebondir par rapport pour cette lutte contre les disparités territoriales, est-ce qu'il a été imaginé qu'il pourrait y avoir des centres de référence, comme on le fait pour d'autres, par exemple pour les maladies rares, où il y aurait des équipes qui auraient plus d'expérience, qui seraient mieux formées, et du coup, il y aurait un maillage territorial et pas forcément que cela puisse se passer partout, mais dans des centres un peu référencés. C'est quelque chose qui a été imaginé? Ah ben oui, aujourd'hui d'ailleurs, l'évaluation se fait à partir des centres et de l'équipe pluridisciplinaire qui est fortement attachée au centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal. Donc, ce n'est que de gros centres qui pratiquent ce type de technique. Et au niveau des petits hôpitaux, des petites maternités, c'est très délicat. On avait, il y a quelques semaines, une discussion avec Toulouse qui assure de très loin dans l'Occitanie, on va dire, occidentale, assure la totalité de ces problèmes. Et donc, il faut que les femmes qui viennent d'Auch, qui viennent de Tarbes, enfin de Montauban, etc., aient accès à ces centres le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions. C'est bien pour ça qu'il y a des inégalités territoriales quand ces femmes ne sont pas guidées, parce que dans le contexte, il y a la honte, il y a les difficultés psychologiques, il y a les dénis de grossesse dont on vient de parler. Tout ça est compliqué. Merci beaucoup. Pierre, une petite réaction pour conclure? C'est vrai que cette question de l'accompagnement psychologique, on le voit dans un tout autre domaine actuellement, puisqu'on a affaire à une jeunesse qui est en proie à beaucoup de détresse et du fait du contexte de la pandémie. Et les pouvoirs publics se sont enfin résolus à rendre les soins psychologiques gratuits. Et bon, c'est très différent du problème dont on parle aujourd'hui, mais quand même, quand on sait le prix des consultations psychologiques et quand on voit le bien que peut faire une consultation psychologique, on peut penser que si l'État permettait aux femmes enceintes de disposer aussi, pourquoi pas, d'un suivi psychologique totalement pris en charge par la sécurité sociale, on pourrait éviter ces situations dramatiques. Parce que même une femme à qui on accède, à sa demande d'arrêter la grossesse, on peut penser qu'elle pourra être tourmentée ou hantée par cette décision qui est grave, qui sera un événement marquant dans sa vie, puisque là, on ne parle pas simplement d'un IVG, même si déjà, IVG, ce n'est pas anodin, mais là, on parle vraiment d'une interruption dans une grossesse déjà très, très avancée. Il faut absolument qu'on mette en place des moyens, des équipes, comme tu l'as dit, Valérie, qui puissent être mobiles et aider psychologiquement ces femmes. Merci Pierre. Monsieur Bringer, un mot de conclusion? Non, moi je rejoins ce que dit souvent Pierre Lecoq, c'est que la loi française est bavarde et la loi française est très mouvante, et peut-être trop. Il y a des lois qui ont été écrites dans le souci de prendre en compte l'ensemble assez large d'une problématique. C'est le cas pour l'interruption de grossesse médicale
qui met en péril grave la santé des femmes, vouloir rentrer dans une précision, alors même que sur l'ensemble du territoire, on n'apporte pas toute la qualité requise à la prise en charge de ces femmes, n'est pas obligatoirement une bonne chose, n'est pas obligatoirement productif. Et ce n'est pas une opposition à l'aspect psychosocial dont il s'agit. C'est qu'est-ce qu'apporte de plus ce terme, si ce n'est un flou supplémentaire et un effacement d'autres conditions. Donc, je trouve que la loi pourrait parfaitement rester la même en laissant le soin aux équipes, à la condition de s'occuper de leurs moyens, effectivement, et d'apporter à ces équipes la capacité de répondre à ces détresses qui sont parfaitement connues et prises en compte dans les grands centres. Je veux juste apporter un dernier élément conceptuel. L'OMS a défini la santé comme étant un état de complet bien-être physique, psychologique, social. Donc déjà, la notion psychologique fait partie de la santé. Donc il y aurait une forme de redondance à dire qu'il faut ajouter à la santé un élément de détresse, puisque la détresse elle-même, dans la classification internationale, fait partie intégrante de la définition de la santé. Merci pour ces mots de conclusion. Donc, je vous remercie une nouvelle fois, Monsieur Bringier, pour vos interventions, votre participation. Pierre Lecoq, je vous remercie aussi pour ces interventions.